Bien, bonjour à tous, je vais être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de pitchs, certainement beaucoup plus intéressants à écouter. Je voudrais remercier d'abord tous les membres du jury qui sont là aujourd'hui et qui consacrent du temps à ce prix. Et je pense qu'on a tous évidemment très envie de les écouter et puis certainement aussi de voir en quoi toutes les startups qui sont là et qui proposent des beaux projets sont le futur de la France et sont très importants pour la relance en France en cette période de Covid. Alors, nous avons effectivement souhaité maintenir cette 3e édition, puisque je crois qu'on n'était pas encore complètement, j'ai envie de dire, dans une ligne droite de prix qui existerait déjà pour 10 ans. Donc, moi, j'ai dit non, il faut maintenir, il faut maintenir. Je suis très heureuse à titre personnel parce qu'il y a beaucoup de beaux projets sur la Green Tech et vous savez qu'à l'Institut Mines Télécom, on a évidemment des spécialités très orientées sur la souveraineté numérique et le digital, sur l'industrie du futur en particulier, mais aussi sur la transition écologique et énergétique et qu'on ne fait pas toujours suffisamment connaître à tous. Donc, je pense que c'est très intéressant qu'on ait beaucoup aussi de start-up sur ce sujet-là. Et puis, je voudrais remercier évidemment Thomas Courbe, directeur général des entreprises, d'être aujourd'hui parmi nous, de nous consacrer du temps et puis de montrer ainsi l'importance, en tout cas pour nous, IMT, c'est important d'avoir ce partenariat avec le ministère de l'économie et des finances autour de l'innovation en général et plus particulièrement du développement des startups en France. Voilà. Donc, merci à tous en tout cas pour votre participation aujourd'hui. Merci Odile pour ton accueil. Monsieur le Président, Thomas Courbe, vous avez la parole pour lancer cette finale. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous pour cette finale. Je dirais quelques mots en conclusion, donc je vais être très, très bref ici, simplement pour remercier l'IMT, pour saluer son dynamisme qu'on a pu constater à la fois pendant la crise et aujourd'hui avec cette décision de maintenir cette finale. Et je vais donc, sans plus attendre, la déclarer ouverte. Merci Monsieur le Président. C'est Abeline Majorel qui va être la maîtresse de cérémonie digitale. Abeline, c'est à vous. Oui, pardon, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais demander aux startups qui ne pitchent pas tout de suite. Donc, seule la startup Cobaye reste connectée, les autres partent en salle d'attente si c'est possible. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Théobald Delouarn, je suis un des fondateurs de Cobaye. Je suis très honoré de pouvoir lancer le bal de ces pitchs de cette finale. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par un constat. Eh bien, savez-vous que les problèmes de qualité, ça coûte très cher dans l'industrie, entre 5 à 10% du chiffre d'affaires selon la FNOR. Mais savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il est complexe d'analyser des milliers de rapports de non-conformité, de panne machine ou de réclamation client pour en identifier les priorités économiques. En effet, par nature difficile à traiter, la donnée textuelle, c'est un véritable cauchemar pour les opérationnels. Il va y avoir des services entiers qui vont se charger de lire cette donnée, de la comprendre, puis manuellement de la rassembler pour en faire émerger les grandes tendances. Rien que pour un avion, par exemple, entre le premier boulon et la sortie du produit final, il faut compter aux alentours de 100 000 non-conformités à peu près. Résultat, on a des légions d'agents qualité, maintenance et SAV qui ne consacrent que 20% du temps en moyenne à activement réduire les coûts. Cobaye, c'est donc 3 fondateurs passionnés par la technologie et issus de ce monde de l'industrie qui ont l'ambition d'inverser cette tendance en automatisant l'analyse de la donnée textuelle métier, que ce soit sur la qualité, la maintenance ou le SAV. Donc, voilà. Donc, inverser cette tendance en automatisant cette analyse de données textuelles métiers et en facilitant la prise de décision quant au plan d'action à lancer. On passe à la suite. Voilà, pour cela, nous avons développé une solution digitale SaaS capable de comprendre la donnée, de la visualiser et de permettre le lancement des bonnes actions à lancer, des bons plans d'action. Donc, grâce à une IA, une intelligence artificielle spécialisée dans l'analyse de contenu textuel industriel, nos clients accèdent en fait à une cartographie sémantique des thématiques qui impactent le plus leur entreprise. Donc, au quotidien, ils peuvent identifier les thématiques prioritaires, récurrentes et coûteuses,
comprendre l'évolution de ces thématiques dans le temps et enfin comparer leurs différentes usines ou produits ou départements pour identifier quels sont les signaux faibles. Donc, Cobaye se situe à la frontière entre le monde de l'industrie et celui de la tech. Et ça nous procure plusieurs avantages concurrentiels, notamment une intelligence artificielle qui va être capable de comprendre plusieurs langues et donc de connecter des usines à travers le monde. Une solution accessible depuis plusieurs plateformes, que ce soit sur mobile, tablette, ordinateur, ce qui est très pratique en période de Covid avec le télétravail. On va avoir un déploiement très rapide en 3 jours seulement, donc pour que les industriels aient des gains rapides et puissent être convaincus de la solution. Et enfin, des tarifs très compétitifs. Fin de la slide. Résultat, grâce à notre plateforme et à notre offre découverte, nos clients ont pu déployer 3 fois plus de plans d'action et booster leur performance en réduisant leur coût qualité, notamment jusqu'à 20%. Donc voilà pour Cobaye, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir. Et je vous souhaite un excellent courage pour la suite des 19 pitchs qui restent. Voilà. Donc, bonjour à tous, je vous présente Codist aujourd'hui. Donc, Codist est le Google Translate du code. Nous construisons une solution qui est capable de traduire n'importe quel langage de programmation en langage naturel. Donc, vous pouvez passer concrètement du Python à l'anglais, du Java au français, du C++ à l'espagnol extrêmement rapidement. Et nous avons créé Codist parce que nous avons une conviction forte, c'est que le futur du développement informatique va passer par de l'automatisation, par de l'intelligence artificielle. Et donc, nous mettons aujourd'hui notre solution à la disposition des développeurs pour attaquer le problème de la documentation du code. Pour vous donner une idée aujourd'hui, pour un développeur, travailler sur un code qui n'est pas documenté ou qui est mal documenté, c'est comme si je vous disais, vous montez un meuble Ikea sans notice d'utilisation. Donc, vous allez réussir à le faire, mais ce sera au prix de beaucoup d'efforts, de temps perdu et de beaucoup de frustration. Aujourd'hui, pour un développeur, travailler sur un code qui n'est pas ou qui est mal documenté, ça coûte 15 000 $ par an par développeur à une entreprise. C'est 67 jours de travail perdu. Et la seule manière de documenter un code aujourd'hui, c'est de le faire manuellement. Grâce à Codist, la documentation du code pourra être générée et maintenue automatiquement. Concrètement, nous sommes intégrés à l'interface de travail des développeurs et à chaque fois que le code évolue, nous le scannons, nous le lisons, nous le comprenons et nous mettons à jour automatiquement la documentation du code. Aujourd'hui, la première version de notre solution a été mise sur le marché à l'usage du développeur. Nous avons 12 000 utilisateurs uniques présents dans 42 pays différents. Et la raison pour laquelle nous avons une telle traction aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les premiers à mettre une telle solution sur le marché. Notre solution apporte de l'automatisme, de la fiabilité, là où toutes les solutions existantes se restreignaient à faire de la mise en forme. Notre avantage compétitif est basé sur notre propriété intellectuelle, donc les algorithmes que nous développons, puisque nous avons une stratégie algorithmique unique aujourd'hui qui va combiner 3 champs de recherche avancés, donc la neurosymbolique appliquée à l'IA, le résumé de code et l'intégration de modèles causaux afin de créer une compréhension automatique du code et une traduction en langage naturel. Nous sommes aujourd'hui 2 à porter ce projet. Shubhadi Prochaudhuri, notre CTO, et moi-même, Maïsa Seymour. Et nous vous remercions énormément de l'opportunité de pitcher que vous nous avez donnée aujourd'hui, puisque pour nous, pouvoir continuer à travailler avec l'écosystème IMT sera un véritable avantage concurrentiel. Merci à vous. Merci beaucoup donc, aux membres du jury de nous recevoir aujourd'hui d'une façon virtuelle pour ce prix. On est ravis chez Datafarm de faire partie des finalistes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre société Datafarm, donc comme le titre l'indique, qui sont des hubs connectés pour data center bas carbone. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Simplement une entreprise qui va se situer à la croisée des 2 transformations, la transformation écologique et la transformation numérique. Aujourd'hui, nos sociétés, comme vous le savez, sont tiraillées entre le progrès technique et l'urgence climatique à laquelle nous faisons tous face. Du coup, voilà. Et l'omniprésence de la donnée dans nos vies se traduit par une explosion des émissions de gaz à effet de serre et une mise en risque des infrastructures, notamment des infrastructures électriques. Si on faisait une analogie, le pays data center représenterait, donc du coup, se placerait à la 6e place des émetteurs mondiaux de CO2 avec 360 millions de tonnes
émises par an. C'est à peu près l'équivalent de 125 millions de voitures et ça représente déjà plus que l'aviation. Et bien entendu, comme vous l'imaginez, ces chiffres augmentent d'année en année. Si on continue l'analogie, le pays data center, ce serait aussi environ 3% de la consommation électrique mondiale. Rapporté à la France, on arrive à 10% de l'énergie consommée sur notre pays. Et pour vous faire une autre analogie, un data center de taille moyenne consomme environ l'équivalent d'une ville moyenne de type, comme Vierzon. C'est à peu près ça l'équivalence. Il fallait trouver donc une solution. Vous le savez, le data center, donc on l'appelait data center il y a quelques années. Aujourd'hui, les solutions de cloud se développent de plus en plus et tous ces chiffres ne font qu'augmenter de façon exponentielle. Une solution efficace a été trouvée, et donc c'est la solution qu'on développe chez DataFarm, une solution qui se veut circulaire, résiliente et autonome en énergie. Ce que nous faisons chez DataFarm, c'est que nous valorisons du biogaz issu de biodéchets pour alimenter en énergie verte et décarboner la donnée. Notre technologie se repose sur deux jambes. La première, c'est une technologie logicielle qui va nous permettre de sourcer les meilleurs gisements, les gisements à plus haut potentiel de biogaz. Et la deuxième technologie est une technologie qui va venir s'installer au plus près, qui va venir installer des data centers au plus près de ces gisements pour pouvoir avoir en fait des flux d'énergie les plus résilients et autonomes possibles avec une philosophie, zéro gaspille, zéro déchet. On peut continuer si vous voulez. On crée donc une nouvelle économie dans ces zones, notamment par leur circularité. La première étape en fait, de notre société a été de trouver des gisements de biogaz à proximité de fermes utilisant des principes de méthanisation. Donc aujourd'hui, concrètement, installer un data center proche d'un méthaniseur, c'est aussi créer une économie locale, une économie circulaire et de nouveaux revenus pour les acteurs locaux, notamment dans le cas de la méthanisation, les agriculteurs. Nos 4 premiers sites sont en cours de construction et la première ouverture prévue est prévue en décembre 2020. Juste pour vous donner un ordre d'idée, notre projet est tellement circulaire que nous économisons environ 400 tonnes de CO2 par rack installé dans un data center, ce qui aujourd'hui sur le marché est quelque chose de gigantesque. Et je terminerai là-dessus. Bonjour à tous. Lors de la survenue d'incidents, le cerveau humain permet de se sortir de situations inédites, non planifiables et à haut niveau d'incertitude. Cemaxon développe des algorithmes qui sont spécialisés dans l'analyse de marqueurs physiologiques pour identifier la sécurité lors de situations critiques. Prenons l'exemple du vol 143 d'Air Canada, où les pilotes Bob Pearson et Maurice Quintal sont aux commandes de leur Boeing à 26 mm. Soudain, l'alarme des pompes gauche puis droite retentissent. Ces alarmes signifient soit la défaillance d'une pompe de carburant, soit une panne de carburant. Pourtant, l'ordinateur de bord est formel, il y a assez de carburant pour terminer le vol. À ce moment-là, le moteur gauche s'éteint. Les pilotes sont formés sur simulateur à poser un avion avec un seul moteur, mais quelques instants plus tard, c'est le second moteur qui lâche. L'avion est à 8000 mètres d'altitude et à 100 km de chaque aéroport. Les deux pilotes n'ont plus d'instruments. En utilisant la vitesse de chute, le pilote Maurice Quintal calcule que l'avion perd 25 000 pieds par minute et touchera le sol à 20 km de toute piste. Ancien pilote militaire, il décide de se poser sur son ancien aéroport. Cependant, les volets qui permettent de freiner l'avion sont en panne. C'est alors que le copilote a l'idée de faire basculer son planeur pour se poser plus rapidement. Finalement, les pilotes arrivent à poser l'avion sans aucune victime. C'est la capacité d'improvisation et de compréhension des pilotes qui leur a permis de poser l'avion sans perte. Cemaxon est spécialisé dans l'analyse de marqueurs physiologiques du stress et de la fatigue. Donc nous collaborons avec le laboratoire informatique d'Avignon, le laboratoire de l'Institut Mintelecom Mindales, dans la détection de marqueurs du stress, de la fatigue ou encore de la perception d'alarme. Appliquées à la formation, nos technologies permettent de suivre l'état mental des pilotes lors de sessions de simulateur et d'optimiser la formation. Nous collaborons aussi au sein d'un consortium avec un partenaire industriel pour mettre en place des contre-mesures lors de vols incidentiels. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas tous les jours en train de faire atterrir un avion d'urgence, mais au-delà des applications civiles ou militaires, j'aurais aussi pu vous parler des actes chirurgicaux. Comme vous le voyez, nous vivons des situations de plus en plus complexes, des situations qui nécessitent de comprendre et de prendre en charge le facteur humain, des solutions comme Cemaxon le propose. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Javier Franco Contreras, cofondateur et président de Watu, une start-up qui travaille dans la lutte contre la fuite des données. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous parler de M. Craig Chang. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais
Il est très connu au sein du constructeur aéronautique Boeing, car en tant que salarié de l'entreprise, il a détourné des documents internes par valeur de 2 milliards de dollars entre 1976 et 2006. Et là, ce n'est pas un cas isolé, car il y a plein d'insiders qui, soit de manière malveillante ou comme résultat d'un mauvais comportement innocent, vont divulguer des informations sensibles de l'entreprise. En effet, 61% des organisations ont été victimes de fuites origine interne dans les 12 derniers mois. On constate une augmentation de 48% depuis 2018 et les coûts est aussi en train d'augmenter de 30% avec une moyenne par incident de 11 millions et demi de dollars. Ce coût est fortement lié au temps de réponse. En effet, la facture va augmenter de 37% quand la neutralisation de la fuite dépasse les 200 jours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, uniquement pour identifier la source de la fuite, on a besoin de 209 jours en moyenne. Donc, Watoo travaille pour réduire cette facture. Watoo est une start-up fondée par 2 chercheurs d'IMT Atlantique avec 3 jeunes passionnés qui ont rejoint notre aventure. Nos solutions dissimulent de tags invisibles dans les données ou documents au moment où ils sont accédés en interne ou partagés avec des partenaires, des sous-traitants, voire des clients. Informés de la présence de ces tags, les utilisateurs sont dans un premier temps dissuadés face au mauvais comportement. Cette dissuasion représente une première protection contre l'incident. En cas de fuite, les tags permettent d'identifier plus rapidement la source de la fuite et par conséquent de réduire, d'amortir la facture. Et cet acte permet aussi de responsabiliser. Par exemple, dans les cas de mauvais comportements ou négligence, comme un sous-traitant qui laisserait partir vos données. Ça, c'est crucial et impossible à faire avec des simples contrats ou des NDA. On peut dire que notre tag permet d'établir un NDA 2.0. Donc, ces caractéristiques s'inscrivent dans ce que l'on peut appeler les Data Loss Detection, qui est une approche complémentaire des solutions existantes sur les marchés qui travaillent plutôt dans l'a priori, dans les Data Loss Prevention. Watoo peut accompagner ses clients dès le démarrage de leurs projets de traçage. Nos solutions WATRAC et PDF-TRAC pour des bases de données et des documents PDF sont commercialisés sous licence annuelle et ils peuvent être déployés dans des postes clients ou intégrés dans des applicatifs ou des logiciels tiers. L'accompagnement se poursuit par une aide de déploiement et bien sûr par un service de support technique. Donc maintenant que vous connaissez Watoo, souhaiterez-vous être capable d'identifier plus rapidement vos propres messieurs Chang? Merci. Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Lulu et Croy, ça commence autour d'un repas de famille et d'une cousine qui s'exclame « Je n'arrive pas à faire lire mes enfants. Quand je leur mets un bouquin dans les mains, ils râlent et ils passent leur vie devant des écrans. » Et là, évidemment, tout le monde s'agite à table, tout le monde est d'accord. C'est d'ailleurs la seule chose qui a mis tout le monde d'accord ce soir-là. Et en creusant le sujet avec mes associés, Maxime et Lucas, qui sont également issus de nos écoles, on s'est aperçu que ce cas n'était pas isolé, loin de là. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des milliers de familles dans ces conditions et qu'il y avait un vrai sujet de fond, un enjeu de société. Force est de constater que les écrans prennent une place de plus en plus importante dans nos habitudes et celle de nos enfants. Et face à cela, on observe 2 comportements. Ceux qui condamnent en bloc, d'une part, et ceux qui accompagnent. Nous sommes de ceux-là parce que nous avons la conviction que nous pouvons utiliser les écrans différemment, de manière à réenchanter l'expérience de lecture. Alors, tout ça peut vous paraître un peu théorique, un peu abstrait. En 2 mots, on crée un contenu plus pertinent à partir de maisons d'édition existantes et on le réinterface suivant un format de messagerie. On y ajoute des interactions. Choix porte de gauche, porte de droite si le petit personnage est dans une salle. Et suivant sa réponse, le scénario va changer. Tous ces petits artifices, en réalité, sont en train d'écrire un nouveau format. Un nouveau format à la manière de Netflix qui a créé un nouveau format pour visionner les vidéos. Nous créons un nouveau format pour lire de la littérature à destination des 6-18 ans. Notre objectif, il est au-delà de la France, un objectif européen, c'est de pouvoir réintroduire le réflexe de lecture au sein d'une jeune population.
Au service de cette ambition, nous avons une technologie qui repose sur un algorithme et qui permet de rendre l'évolution des héros et de l'histoire pertinente au fur et à mesure des choix de l'enfant. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Après 2 ans de développement, on a généré une croissance après confinement de près de 80%. On a 2500 utilisateurs journaliers. On a généré plus de 13 000 utilisateurs gratuits. On est en train de signer des partenariats d'édition prestigieux, Média Participation, notamment d'Argo, Dupuis, Unique Heritage Media avec la série Les Quelle Histoire, et puis notamment Flammarion, 3 exemples parmi d'autres. Tout ça est permis aussi par une intelligence artificielle qu'on alimente au fur et à mesure. Notre objectif, c'est de mettre l'intelligence technique au service d'une intelligence sociale, culturelle, inclusive, parce que la lecture, c'est le premier vecteur de culture et le premier outil de civilisation. C'est ça qui fait on peut tous ensemble vivre ensemble, tout simplement. Et une innovation aujourd'hui qui est effective et plébiscitée. Lulu et Croy, merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Lorsque vous achetez un billet de spectacle, vous êtes démuni de votre droit de rétractation, c'est-à-dire que vous ne pouvez ni échanger ni rembourser votre billet. Donc si votre agenda ne vous permet plus d'aller au concert de Sting en 2021, il faudra vous rendre sur l'un des marchés de seconde main les plus frauduleux au monde. Un marché où plus d'un jeune sur 4 a déjà été victime d'une escroquerie. En plus de nuire à l'expérience des spectateurs, l'absence de sécurité sur ce marché parallèle ne permet pas aux organisateurs de proposer leurs propres services de seconde main. En effet, ce serait impensable que l'Accor Arena vous recommande d'aller acheter des billets aux vendeurs à la sauvette qui circulent autour de la salle. L'Accor Arena est donc contraint de tirer une croix sur une source de revenus conséquente. C'est comme ça que chaque année, en France, plus de 500 millions d'euros filent entre les doigts des organisateurs, et ce au profit d'acteurs peu scrupuleux. Pour répondre à ce problème, nous avons créé Relax Ticket, le premier logiciel permettant aux organisateurs de créer des plateformes de seconde main sécurisées. Ces plateformes permettent aux spectateurs de revendre et d'acheter des billets sans avoir à se soucier de la fraude, et permettent aux organisateurs de collecter les données et les revenus qui transitent sur ce marché. Afin d'être en mesure d'authentifier et de sécuriser 100% des transactions sur notre service, nous avons développé un protocole informatique unique en Europe. La complexité de ce protocole est due au fait que les organisateurs utilisent en moyenne 4 prestataires de billetterie et que ces logiciels n'ont aucune interface de connexion commune et qui plus est utilisent des normalisations complètement différentes. Pendant plus de 2 ans, nous avons donc dû développer un système capable de s'interconnecter avec plus d'une trentaine de logiciels, et ce, principalement grâce à des technologies d'API privées et de systèmes de parsing. La commercialisation de notre service a débuté lors d'une année terrible pour le secteur de la culture, mais la crise a mis en évidence la nécessité pour les organisateurs de prendre le contrôle de leur marché secondaire. En effet, les organisateurs doivent plus que jamais trouver des moyens pour augmenter leurs revenus et leurs bénéfices. Nous comptons donc aujourd'hui plus de 16 organisateurs qui utilisent notre solution, dont 80% ont été acquis ces 6 derniers mois. Dans ces partenaires, on retrouve des festivals qui réunissent plus de 70 000 personnes, des salles comme le Zénith de Paris, ou encore des producteurs qui organisent plus de 350 concerts par an. Grâce à une équipe d'anciens diplômés des mines télécom, composée de 2 ingénieurs informatiques et de 2 managers, et pour le moment de plus de 130 000 € de prêts de subventions obtenus, Relax Tickets travaille aujourd'hui main dans la main avec les organisateurs pour les soutenir à traverser cette pandémie et pour que la culture de demain ne soit plus gangrénée par cette problématique séculaire. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, connaissez-vous Édouard? Édouard Leclerc, c'est un petit commerçant qui habite au bout de ma rue et il vend tout un tas de produits. Et parfois, bon, ça ne se passe pas très bien, donc il doit faire des échanges, il doit faire des avoirs ou même rembourser. Et pour ça, il faut le ticket de caisse. Or, le ticket, souvent, il a disparu. Il est passé dans la machine à laver, il est resté sous le siège de l'auto ou il est resté dans le caddie. Et des fois, quand on le retrouve, il est illisible puisqu'en fait, l'encre a disparu au bout de quelques temps. Et là, c'est la galère. Et comme on dit, pas de preuve d'achat, pas de chocolat. Hervé, sa perceuse, il n'est pas prêt de se la faire rembourser, il a perdu son ticket de caisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut conserver ces tickets
au chaud dans son portefeuille ou dans des classeurs à la maison dans le cas d'un hypothétique remboursement suite à une défaillance. Je m'appelle Jean-Claude et je suis l'un des créateurs de la solution CleanBill parce qu'on en avait assez qu'Hervé rachète des perceuses. CleanBill, c'est une plateforme de collecte et de gestion de preuves d'achat pour toutes les enseignes. Téléchargez l'application, vous créez votre code CleanBill et ensuite, quand vous passez en caisse, vous faites scanner votre code et le ticket apparaît immédiatement sur votre smartphone. Il n'y a plus jamais de perte. Si on revient à notre histoire, Hervé arrive chez Édouard avec sa perceuse, il ouvre son application CleanBill, il sélectionne l'enseigne d'Édouard et il retrouve immédiatement le ticket. Si Hervé a oublié son téléphone, ce n'est pas grave. Édouard est capable de retrouver le ticket grâce à la plateforme CleanBill et le numéro de téléphone d'Hervé. CleanBill, c'est aussi un super outil de fidélisation. En effet, avec CleanBill et le ticket électronique, Édouard a pu lier une liaison directe avec ses clients. Il va pouvoir les informer des promotions, des journées portes ouvertes. Il va pouvoir connaître l'avis en magasin de comment ça s'est passé la vente. Et il va pouvoir également donner des informations sur les produits. On a un système de communication. Qui a dit que dématérialisation rimait avec désociabilisation? CleanBill, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour Hervé, ses preuves d'achat, il les a toujours sur lui. Gagnant pour Édouard, il limite la consommation de papier. Il règle rapidement les litiges en magasin et il a optimisé en fait sa relation client. C'est gagnant également pour CleanBill, parce que CleanBill innove, on arrête l'impression des papiers et on simplifie la vie de milliers de personnes. Pourquoi pas la vôtre dès aujourd'hui? Merci de votre attention. Bonjour, Merjana Dari pour DMS Logistics. En 1492, l'ouverture globale des voies de communication maritime a permis la naissance de la mondialisation. 5 siècles plus tard, le transport maritime représente 90% du commerce mondial en volume, atteint 12 000 milliards d'euros en valeur et représente près de 800 millions de conteneurs échangés chaque année. Pourtant, aujourd'hui, cette croissance n'est pas inclusive et les inégalités se creusent au rythme de la digitalisation de ce secteur, du développement du e-commerce et de la consolidation des grands groupes. Les acteurs de ce secteur sont les armateurs, les terminaux portuaires, les dépôts et les transporteurs. À date, 70% du secteur est composé de PME non digitalisées. Or, le numérique est un levier indispensable pour intégrer cette nouvelle économie maritime plus efficiente, rapide et à court délai, et dans laquelle tous les acteurs, des armateurs aux transporteurs, en passant par les terminaux portuaires et les dépôts, devraient communiquer en temps réel, s'échanger des données, automatiser les procédures administratives et financières et anticiper les flux à venir. Mais les acteurs de la chaîne logistique de conteneurs ont aujourd'hui des outils hétérogènes et travaillent majoritairement en Excel, papier, téléphone, ce qui ne permet pas de communiquer de manière efficiente. Pire, cela entraîne des ressaisies, des erreurs, des retards, des pénalités de surestarise, des oublis de facturation, des litiges, et enfin, la mauvaise synchronisation des acteurs entraîne l'engorgement des ports. C'est dans ce contexte que DMS a été créé par une équipe complémentaire, portée par une spécialiste de la distribution, un expert de la logistique conteneur et un virtuose de l'informatique. DMS est une plateforme d'intelligence artificielle, de gestion et d'anticipation de flux de conteneurs qui vise à réduire la fracture numérique en équipant les transporteurs et les dépôts de conteneurs d'une solution métier dédiée et accessible en prix. La mise en œuvre repose sur notre plateforme innovante, commercialisée en SaaS, accessible partout et ouverte à l'ensemble des partenaires de l'écosystème logistique conteneur et qui, alimentée par les données terrain, produira une carte dynamique, le Waze du conteneur, avec une anticipation des flux grâce à notre intelligence artificielle qui fait l'objet d'un brevet et d'un partenariat avec l'IMT. Le transporteur a ainsi l'information du nombre de conteneurs à récupérer au terminal qui lui-même saura affecter ces conteneurs au dépôt dont la capacité de stockage permet la réception de ces conteneurs pour enfin que celui-ci prévienne son client armateur que le conteneur a bien été livré. La solution vise à générer un impact positif sur le revenu des acteurs, voire le PIB des pays sous-équipés aujourd'hui, grâce au désengorgement des ports et donc à la libération des énergies
et l'émergence de nouveaux acteurs, par la création d'un nombre important d'emplois pérennes, tant dans le domaine de la logistique que de la vente de marchandises, en permettant aux entreprises de toute taille d'augmenter leur marché adressable. Dans les prochaines années, DMS souhaite se positionner comme la solution de référence de gestion des flux terrestres de conteneurs afin de contribuer à soutenir et développer ce secteur. Alors bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de présenter Link Nutri aujourd'hui au concours IMT Bercy 2020. Link Nutri, c'est quoi? C'est une start-up de 15 employés qui tous les jours se lève tôt et se couche tard, comme beaucoup de start-up, avec un seul objectif en vue, c'est de produire des années de vie en bonne santé. Comment? En permettant à la majorité des gens d'équilibrer leurs apports micronutritionnels de façon simple et sûre. En effet, on sait que près d'une personne sur deux au niveau mondial utilise des compléments alimentaires aujourd'hui, que ce soit pour compenser des déficiences en vitamines et minéraux, pour augmenter sa capacité immunitaire, ce qui est d'actualité aujourd'hui, ou tout simplement ralentir les maladies chroniques liées au vieillissement. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a moins de 5% de ces utilisateurs qui ont accès à un vrai bilan médical expert qui leur garantirait un programme adapté à leurs besoins. Donc le problème, outre l'accès à cette expertise, c'est que pour être efficace, un apport nutritionnel, il doit être personnalisé. Et aujourd'hui, la seule façon qu'on a trouvé de personnaliser ces apports efficacement, c'est de prendre de 5 à 10 pilules par jour, ce qui est évidemment impossible pour la majorité des gens, moi y compris. Donc, afin de rendre la micronutrition médicale accessible au plus grand nombre, nous avons développé MyNumea. MyNumea, c'est quoi? C'est un dispenseur de compléments alimentaires 100% liquide qui est protégé par 5 familles de brevets et qui peut recevoir donc jusqu'à 6 cartouches de nutriments différents parmi 25 références et générer ainsi près d'1 trilliard de combinaisons différentes sous la forme d'un simple shot de 5 à 10 millilitres qu'on peut prendre le matin ou le soir. Connecté, il est configuré à distance par notre réseau de micronutritionnistes experts qui peut donc suivre son patient et sa consommation à distance et rendre le rééquilibrage micronutritionnel finalement aussi simple que de prendre un espresso le matin. Donc, suite à nos expérimentations, on a eu plus de 90% des patients qui préféraient MyNumea à leur solution classique à base de pilules. Et nous avons lancé le mois dernier notre programme FIRST, pour lequel 20 micronutritionnistes experts ont déjà accepté de recommander notre solution à leur patientèle. Et ce programme a pour objectif de réaliser nos 200 premières préventes d'ici la fin de l'année. Donc, pouvons souscrire à notre offre sous la forme d'un abonnement de 3 à 12 mois pour un prix démarrant à 49 € par mois. Ces utilisateurs bénéficieront donc d'une offre tout inclus qui comprend donc la mise à disposition du dispenseur, le renouvellement automatique des nutriments au domicile pendant la durée du programme et l'ensemble des services de coaching et de suivi digitaux. Donc voilà, donc nous cherchons pour mi-2021 3 millions d'euros afin de financer notre scale-up commercial et industriel et pouvoir toucher 5000 utilisateurs d'ici fin 2022, c'est-à-dire générer nos 5 premiers millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Nous souhaitons aussi dans cette phase mettre en œuvre les lettres d'intention des distributeurs européens et américains que nous avons reçus, ainsi que le support des mutuelles pour le remboursement partiel de notre offre auprès de leurs souscripteurs. Voilà, et grâce à cela et notre technologie disruptive, nous pourrons nous positionner comme un prétendant futur leader de la nutrition personnalisée sur un marché qui pèsera plus de 200 milliards de dollars d'ici 2026 et pourquoi pas devenir la première licorne du marché des compléments alimentaires. Merci pour votre attention. C'est parti. Bah, écoutez, donc Romani Costanzo, moi je voulais commencer tout d'abord par un petit peu la situation actuelle. Il est vrai que la crise que l'on traverse actuellement, eh bien, elle est sans précédent et elle a mis en lumière pas mal de choses et notamment la fragilité de nos économies et de nos sociétés face à des événements qui sont inattendus. Et pourtant, nous pensons que ces événements, eh bien, ce ne sont que les prémices de ce que nous réserve à l'avenir le changement climatique. Et il y a une chose dont nous pouvons être absolument certains, c'est que la pérennité de nos sociétés, elle repose sur la nécessité de transformer nos modes de production et de consommation d'énergie. Et au cœur de cet immense défi en fait sociétal, eh bien, l'hydrogène maintenant est communément admis comme étant une pierre angulaire de cette transition énergétique. Et l'économie hydrogène, c'est une vraie réalité à l'heure actuelle. On l'a vu récemment devant l'urgence climatique et la crise économique qui est liée au Covid en France. Eh bien, la France a emboîté le pas à ses homologues européens et a annoncé un plan de relance qui est historique, où l'hydrogène en fait joue un rôle vraiment central pour décarboner l'ensemble des secteurs d'activité qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Seulement voilà, si l'on veut que les technologies hydrogène puissent se déployer massivement sur des marchés qui historiquement ont été dominés par le pétrole, eh bien il faut qu'elles soient compétitives. Il faut être compétitif en termes de coût bien sûr, mais également en termes de performance. Et à ce titre-là, sur les technologies hydrogène actuelles, eh bien
le poids et la durée de vie, ce sont deux verrous majeurs qu'il faut absolument être en capacité de lever si l'on veut déployer des solutions zéro émission sur des applications comme par exemple le transport routier, le maritime, le ferroviaire ou encore l'aéronautique. Et c'est ici que HYCO intervient. Chez HYCO, nous concevons et nous produisons un élément qui est présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Ça va des piles à combustible aux électrolyseurs. Cet élément, nous l'appelons des plaques bipolaires et il est directement responsable en fait de la durée de vie et du poids du système. Il faut bien comprendre que les plaques bipolaires, ça représente 70% du système pour environ 30% de son coût. Et à l'heure actuelle, il y a 0 fabricant en France. Donc nous, chez HYCO, on se positionne comme unique fabricant français sur un élément clé qui intervient sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et nous avons développé des matériaux qui nous permettent de multiplier par 4 la durée de vie des systèmes actuels et d'en diviser le poids par 2. Nous sommes donc en mesure de modifier fondamentalement en fait la performance des piles à combustible actuelles et de rendre compétitives ces technologies sur des usages qui étaient jusqu'alors réservés aux énergies fossiles, telles que l'aéronautique. Et notre objectif dans les 24 prochains mois chez HYCO, c'est de finaliser notre première phase de R&D sur les matériaux et de mettre en place une ligne de production pilote afin de répondre aux différentes sollicitations des industriels avec qui nous travaillons. La solution que nous proposons, c'est une occasion unique de lever un des verrous majeurs qui bride le déploiement de solutions hydrogène à grande échelle. Et si la France veut assurer son indépendance énergétique, eh bien, c'est l'intégralité de la chaîne de valeur qui doit être maîtrisée et sécurisée. Je vous remercie. Bonjour à tous. Pensez-vous que tous les déchets plastiques collectés sont recyclés? Non, loin de là. Les centres de tri perdent un déchet sur 5 dès l'arrivée sur site. Pourquoi? Parce qu'il existe de nombreux types de plastique qui doivent être séparés avant d'être recyclés. Et ce n'est pas simple. Par exemple, une simple bâche de plastique peut être conçue avec 4 types de plastique différents. 70% des déchets sont produits par l'industrie en flux très diffus. L'investissement dans des machines de tri automatisées est trop coûteux pour les PME qui les traitent. Ce tri est donc fait à la main, en utilisant l'observation, le toucher, voire l'odeur du plastique brûlé. C'est dangereux et source de pertes. À cette problématique écologique s'ajoute le coût économique de l'enfouissement. Les centres de tri doivent payer 160 € par tonne. Cela impacte leur compétitivité et donc également celle de la matière recyclée. Nous avons conçu une scanette capable d'identifier ces déchets plastiques. Il suffit de la presser contre le déchet et au bout d'1 seconde, le nom du plastique s'affiche sur l'écran. Cette solution clé en main ne nécessite pas d'investissement de la part des centres de tri qui payent une location de 490 € par mois. Un centre de tri typique qui traite un poids lourd par jour gagne en l'utilisant 5 000 € par mois minimum, soit l'équivalent de 35 tonnes traitées en plus. Cela représente 18 allers-retours Paris-New York en équivalent CO2. Ensuite, chaque centre de tri est spécialisé dans 1 ou 2 plastiques seulement. Les autres plastiques, en trop petite quantité, seront jetés faute de rentabilité. Mais grâce aux données issues de notre outil, nous mettrons en ligne une plateforme permettant aux acteurs de la plasturgie d'échanger entre eux. En mutualisant les plastiques et en optimisant le transport, il devient rentable de les traiter. Cette solution sera développée une fois le réseau d'acteurs créé via la commercialisation de la scanette. Ainsi, à chaque déchet identifié, sa filière de recyclage. Étienne Collomb et moi-même, Clara Spettebrot, nous avons créé Placerie pour développer ces solutions. Étienne est ingénieur en informatique et docteur en intelligence artificielle et se charge du développement technique. Je suis ingénieur en optique, je me charge de la conception optique et de la gestion générale de l'entreprise. Nous sommes également épaulés par le laboratoire de photonique Hubert Curien et par l'École des mines de Saint-Étienne. En France, il y a 250 centres de tri déchets plastiques post-industriels et plus de 5 000 en Europe. Nous avons déjà recueilli les marques d'intérêt d'une trentaine d'acteurs. Et nous allons, à partir de novembre, lancer les bêta-tests de la scanette en France avec 5 de nos premiers partenaires en vue d'affiner le produit avant de le faire certifier pour commercialisation. À terme, nos solutions sont applicables à d'autres secteurs tels que le recyclage textile, où là encore, il y a une quinzaine de matières à identifier. Remporter le prix IMT est pour nous un enjeu de visibilité et de reconnaissance auprès des acteurs publics et privés et sera également un véritable coup de pouce pour financer la première série d'instruments qui sortira au début de l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Quentin Dubrul, fondateur du NEOL. Nous sommes spécialisés dans l'éolien urbain. Nous avons travaillé avec les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses des Hauts-de-France, comme IMT Douai, en concentrant notre R&D autour de 2 axes. Le premier consiste à développer et fabriquer la meilleure éolienne urbaine au monde,
un beau projet industriel bas carbone. Le deuxième axe, placer cette éolienne dans les meilleurs gisements énergétiques urbains. Cette recette très simple, placer une bonne machine peu coûteuse dans un bon spot énergétique, fait toute la réussite du Néol. Évidemment, cette recette est basée sur un cahier des charges très ambitieux, ce qui nous a permis de développer 2 innovations mondiales. La première est notre cadastre éolien. À l'échelle d'une agglomération, cette étude unique au monde identifie les meilleurs gisements énergétiques de la collectivité et ainsi permet aux élus, dans le cadre de la transition énergétique, de prescrire gratuitement la bonne énergie au bon endroit. Concernant le business, nous facturons aux collectivités notre étude qui a pour but indirect de nous faire connaître en amont de tout projet immobilier prévu dans les zones venteuses. Commercialement, c'est génial, nous sommes prescrits par le signataire du futur permis de construire. Une fois prescrits, nous proposons notre deuxième innovation, la plateforme hybride de production énergétique, un nouvel étage dédié à l'autonomie énergétique du bâtiment. Nous voulons sincèrement révolutionner ce marché en associant sur une nouvelle structure, notre éolienne, et du photovoltaïque, celui-ci occupant toute la surface du toit. Entre deux, donc, nous installons un maximum d'éoliennes Unéol efficaces. Ainsi, nous augmentons fortement la quantité d'énergie produite sur l'année. Nous augmentons aussi, et c'est très important, le pourcentage d'autoconsommation de cette énergie. Grâce à nos éoliennes, la production est évidemment plus équilibrée la nuit et l'hiver. Nous facilitons la maintenance des équipements techniques et enfin, en protégeant la toiture avec son ombre, les panneaux photovoltaïques font gagner au bâtiment un grand confort thermique lors des grandes chaleurs estivales. Aujourd'hui, nos clients sont le ministère de Bercy où nous prévoyons d'installer 2 plateformes. Des collectivités comme Arras ou Lille, des bâtisseurs, ICAD, Eiffage, des bailleurs sociaux de grandes entreprises comme Orange ou la SNCF, des retailers comme Auchan, Lidl ou Leroy Merlin. Nous développons nos partenariats avec les installateurs de panneaux solaires comme Réservoir Sun d'Engie, EDF ENR, Eiffage Énergie, Voltalia, Sunelis, il y en a beaucoup. Le but est de toujours pouvoir proposer à nos clients la meilleure solution technico-économique. Pour finir, nous avons déjà produit 22 éoliennes et la première plateforme est actuellement en cours de construction sur Los Angeles. Nous prévoyons en 2021 d'installer des plateformes sur 3 bâtiments, en ayant aujourd'hui plus d'une dizaine de projets dans le pipe. Un grand merci à vous. C'était Quentin pour Unéol. Bonjour et merci pour cette occasion de vous présenter nos actions. Je suis Maximilien Brossard, cofondateur et dirigeant de URBS. Alors parlons du sujet, la rénovation énergétique. Pour nous, c'est une bataille de long terme et nous sommes convaincus qu'aucune bataille ne peut être gagnée sans une bonne connaissance du terrain et donc un bon service de renseignement. Et si vous deviez retenir une image, IMOP, c'est exactement ça. C'est un service de renseignement dédié aux acteurs publics, entièrement compatible RGPD et qui permet de mettre en œuvre de manière concrète les politiques de l'habitat et de rénovation énergétique. Notre offre se caractérise via 2 services complémentaires qui se présentent sous la forme d'innovation technologique. Le premier, c'est le traitement de la donnée. Nous collectons sur un territoire, quelle que soit sa taille ou sa typologie, l'ensemble des informations disponibles à l'adresse pouvant caractériser le parc bâti et ses habitants. Notre métier consiste alors à mettre en forme ces données, les croiser, les géolocaliser, les enrichir, les fiabiliser. En un mot, les rendre actionnables auprès de l'ensemble des acteurs d'habitat, du décideur à l'opérationnel. Il est ensuite nécessaire de partager ces informations, les rendre lisibles, pédagogiques, accessibles pour tous. Et pour cela, nous proposons un géoservice intuitif qui rend simple et instantané le diagnostic, le ciblage et la mise en œuvre des actions, que ce soit en lien avec la rénovation, la précarité énergétique ou encore le mal logement. Alors aujourd'hui, IMOP, c'est 5 ans d'expérience sur des territoires représentant l'équivalent d'1,5 million d'habitants, de l'urbain dense au rural, avec une grande typologie d'acteurs ayant validé et contribué à l'enrichissement de la solution. Ces années de co-construction ont permis d'optimiser les temps de déploiement, quelques semaines pour un territoire, d'obtenir des gains considérables sur les processus organisationnels, de 6 à 9 mois, observés notamment par des acteurs tels que l'Agence parisienne du climat dans leur mission de repérage et d'accompagnement des copropriétaires rénovés en priorité, mais surtout de répondre à un enjeu national de taille, apporter une réponse concrète et adaptée au territoire. C'est grâce à cette expertise que nous ambitionnons de couvrir d'ici début 2021 de nouvelles métropoles, départements, voire régions. Et un formidable exemple de passage à l'échelle, c'est le déploiement de IMOP sur le département de la Loire, qui en fait le premier observatoire départemental complet de l'habitat, avec l'objectif d'agir sur la transition énergétique et sociale, mais également de réduire les fractures numériques. Changement d'échelle qui nous est donc possible de faire, et vous aurez noté
que dans le cadre du plan de relance, un axe important pour des actions d'envergure est la création d'un observatoire national de la rénovation énergétique. Notre solution ayant fait la preuve de son usabilité et de son intérêt pour passer des intentions aux actions, nous souhaitons nous mettre au service des territoires afin de faciliter le déploiement d'un tel observatoire de manière opérationnelle. Pour converger dans ce sens, nous avons amorcé des échanges avec le CGDD, la DGLN, l'ADEME, le CEREMA, qui ont bien identifié notre savoir-faire et notre plus-value. En parallèle, nous élargissons notre offre vers le secteur privé, non seulement parce que l'acteur public a besoin de l'acteur privé pour réussir cette transition énergétique, mais également parce que nous travaillons des jeux de données qui permettront de répondre aux sollicitations d'acteurs tels que Engie, pour qualifier des leads notamment, travailler sur le parc tertiaire des collectivités, mais aussi sur des projets nationaux C2E. Donc pour assurer ce développement, mais également continuer à enrichir notre R&D, notamment en partenariat avec Mines Saint-Étienne, sur l'autonomie des personnes, l'adaptabilité au changement climatique, nous souhaitons doubler notre équipe, composée aujourd'hui de 8 personnes, et préparons une levée de fonds en 2021. Voilà, je vous remercie pour ce temps d'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rousselot et je suis le fondateur de Agrove, la start-up qui va démocratiser l'agriculture urbaine grâce au digital. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine est considérée comme un outil déterminant pour les villes durables de demain. L'agriculture urbaine remplit de nombreuses fonctions sociétales, que ce soit au niveau environnemental, en termes de biodiversité, de réduction des îlots de chaleur. Une fonction également de résilience au travers du maintien en bonne santé et à l'éducation agronomique des populations. Et enfin, une fonction économique, notamment une économie circulaire avec la production locale de richesses et la valorisation de déchets tels que le compost. Seulement, voilà, il reste encore de nombreuses barrières au développement de l'agriculture urbaine, d'autant que l'agriculture urbaine, pour avoir un impact significatif, doit être massive, la végétalisation doit être massive et ces impacts doivent être scientifiquement quantifiables. Donc, les grandes contraintes qui restent sont liées directement à l'espace urbain. Donc, on manque d'espace de culture, on manque de temps et de moyens, on manque de connaissances agronomiques et c'est ce que Agrove se donne pour mission de résoudre. Donc, notre mission, c'est de donner le pouvoir à tous les grands acteurs, donc que ce soit les collectivités ou les grandes entreprises, de leur donner le pouvoir de végétaliser massivement leur environnement grâce à l'IoT et l'IA. Donc, pour cela, nous développons donc un système composé de capteurs, de kits potagers verticaux et clés en main. Et surtout, donc, le cœur de notre innovation est donc un modèle agronomique spécialement dédié à l'espace urbain. Donc, c'est un modèle agronomique qui est basé sur les travaux faits par l'INRA que nous adaptons au milieu urbain et que nous couplons à des algorithmes d'apprentissage, donc d'intelligence artificielle, que nous alimentons grâce aux données remontées par nos capteurs. Donc aujourd'hui, nous avons 3 grands cas d'usage, à savoir donc les grandes infrastructures urbaines collectives. Donc, dans ce cas d'usage, nos premiers clients sont la SNCF Gare et Connexion, la ville d'Aix-en-Provence ou encore l'aéroport de Marseille-Provence. Donc, nous travaillons avec eux à ce niveau à la réduction des coûts d'entretien des espaces végétalisés, grâce notamment à l'automatisation de certaines tâches et à l'optimisation des ressources grâce à un monitoring très précis donc des valeurs de l'humidité. Donc aujourd'hui, notre business model, c'est quoi? Donc nous vendons donc la partie hardware en un coup ou sous forme de leasing. Notre prix d'entrée pour notre capteur est de 200 € et pour notre tour vertical, donc le prix est de 600 € que nous couplons donc à une offre type SaaS, un abonnement donc à nos services digitaux qui donc nous permettent d'avoir un revenu récurrent et nous permettent de financer donc un développement qui est constant. Donc, je remercie l'IMT pour cette opportunité. Je remercie également les partenaires avec qui nous travaillons, donc le CEA notamment sur la partie intelligence artificielle et l'INRA sur la partie modèle agronomique. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Guillon, président et cofondateur de Indiamo. Notre mission chez Indiamo est de rendre la mobilité plus inclusive et plus durable pour tous. Comment nous faisons ça? Nous développons en fait le premier calculateur d'itinéraire multimodal qui est adapté aux personnes à mobilité réduite.
car aujourd'hui, 25%, un quart de la population française est à mobilité réduite, les femmes enceintes, familles en poussette, personnes âgées, seniors, toutes personnes en situation de handicap. Et elles souffrent aujourd'hui, ces personnes, d'une chaîne de déplacement qui est complètement fracturée parce qu'elles manquent d'informations sur l'accessibilité de leurs déplacements, surtout l'accessibilité des 100 premiers mètres et 100 derniers mètres qui sont à faire à pied. Elles se posent tout le temps les mêmes questions: quels sont les trajets de piétons les mieux aménagés à mon niveau de mobilité, les bons trottoirs, les bons passages piétons pour traverser un carrefour en toute sécurité, et quels sont aussi les bons moyens de transport aménagés à prendre. Or, aujourd'hui, avec le vieillissement démographique, cette tendance va exploser et ces besoins vont exploser. Et ni Google Maps, ni OpenStreetMap, aujourd'hui, n'apportent une solution. C'est pour ça qu'un Diamo a été créé. Et aujourd'hui, à date, nous avons déjà de gros résultats. Nous travaillons directement avec les autorités organisatrices de la mobilité, donc soit avec les opérateurs de transport et la région, à qui nous vendons notre donnée sur l'accessibilité de la voirie, donc l'accessibilité piétonne, donc l'accessibilité des trottoirs et des passages piétons. Et le CNTC de Clermont-Ferrand et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous fait déjà confiance. Nous accompagnons aussi les villes et les métropoles pour rebooster leur attractivité touristique et relancer le tourisme. Et ça, c'est en vendant un calculateur d'itinéraire touristique en marque blanche aux métropoles. C'est le cas déjà avec Grenoble. Et on accompagne aussi les villes comme la mairie de Toulouse dans leur démarche pour obtenir la marque d'État Destination pour tous, qui est portée par la DGE, la sous-direction du tourisme de la DGE. Et enfin, on accompagne des entreprises, des groupes privés, pour les accompagner à mieux recruter des personnes en situation de handicap et pour du coup avoir un impact sur l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que le taux de chômage est de 18%, c'est le double de la moyenne nationale, il y a quelque chose à faire. Enfin, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous présenter notre ambition. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin et passer un nouveau cap. Et ce nouveau cap, nous allons le faire avec Airbus. Airbus, qui est notre partenaire, qui nous partage des images satellites. Et nous allons du coup traiter ces images satellites pour accélérer la création de notre cartographie piétonne et accélérer la collecte de données d'accessibilité voirie. Et ça, nous allons le faire pour qu'on se positionne très fortement sur Paris 2024, et proposer nos services de mobilité inclusifs aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette ambition-là. Et bien sûr, nous allons du coup recruter en 2021 des ingénieurs spécialisés en data science et en computer vision pour du coup pouvoir exploiter ces images satellites et montrer d'ici 2024 que la mobilité à la française et le tourisme à la française sont réellement accessibles pour tous en France. Merci beaucoup de votre attention et j'espère du coup vous revoir très vite. Je m'appelle Georges Blotin et j'ai une passion, voler. Vous avez peut-être aussi rêvé de voler en libre comme l'air, comme un oiseau. Alors, le plus simple des aéronefs, c'est le parapente. Je vole avec depuis 30 ans. C'est un engin magique, un véritable tapis volant qui permet de décoller d'une colline et de prendre les ascendances pour rester en l'air. Mais tout le monde n'a pas un site de décollage près de chez soi. Quand on vit à Paris ou en plaine, c'est plus compliqué. Prendre les ascendances demande aussi un entraînement qui prend plusieurs années. Et l'hiver, les vols sont courts parce que l'air n'est pas assez chaud. Alors, le paramoteur à essence existe. Avec un châssis et une hélice dans le dos, on peut décoller facilement d'un champ. Mais tous ceux qui ont fait l'expérience du vol en parapente n'ont aucune envie de décoller avec un moteur de tronçonneuse dans le dos. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces machines fonctionnent avec un moteur 2 temps, bruyant, polluant, peu fiable. Alors, comment avoir plus de liberté pour décoller d'un champ, pas loin de sa maison, et quelle que soit la saison? Sous la marque Exomo, nous avons créé et commercialisons des paramoteurs électriques sur batterie. Propres, silencieux, simples, sans entretien. Ces paramoteurs permettent de décoller près de chez soi en quelques minutes, sans gêner le voisinage. Vous pouvez voler en toute saison et l'utiliser dans les zones périurbaines ou naturelles. En vol, vous pouvez repasser en mode parapente quand vous voulez, car tout s'arrête dès qu'on relâche la puissance, on repasse en vol plané. L'électrique permet aussi d'innover avec des aides au pilotage. Les premières sont celles qui permettent aujourd'hui de voler horizontalement, automatiquement, avec un système d'autopilote.
Mais on peut savoir aussi à quel moment il faut rentrer au terrain ou jusqu'où on peut partir du terrain. Nous avons déjà vendu plus de 30 paramoteurs Exomo. Nous équipons les écoles, des champions du monde de la discipline, et surtout nous sommes les seuls à passer en phase de production industrielle avec notre dernier modèle, le copilote. Le marché est important. 200 000 pilotes volent en parapente ou en paramoteur dans le monde. Plus de 500 000 ont volé, mais ont arrêté à cause des contraintes. Exomo leur offre la possibilité de réaliser le rêve de voler facilement, simplement, toute l'année, pour moins de 15 000 € pour une machine complète avec sa voile. Aujourd'hui, le site Exomo reçoit 80 000 visiteurs par an. Nous aurons vendu plus de 100 paramoteurs l'année prochaine et nous visons les 1000 machines en service d'ici 3 ans. Alors venez décoller avec nous. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Chaumet. Avec Maël et Antoine, on a cofondé la Ruche à vélo. Donc, on est tous les trois cyclistes nantais et c'est vrai qu'on s'est un peu attaqué à toutes les problématiques qui étaient liées au stationnement vélo parce qu'aujourd'hui, on met quand même beaucoup de temps à stationner son vélo. Faut souvent réussir à trouver un parking qui est adapté à notre vélo et quand on arrive à en trouver un, faut souvent mettre 1 voire 2 cadenas, supprimer, enlever tous les équipements qui sont sur le vélo pour éviter de se les faire voler. Et même quand on prend toutes ces précautions, on n'est quand même pas hyper serein sur l'état dans lequel on va le retrouver. Il faut savoir que justement pour limiter les vols de vélos et surtout pour développer l'utilisation du vélo en ville, l'État français a décidé de sortir le plan vélo et mobilité 2024, donc qui a pour objectif de tripler la part modale d'utilisation vélo d'ici 2024. Donc tout, c'est vraiment pour s'attaquer à toutes ces problématiques et surtout pour développer l'usage du vélo en ville qu'on a décidé de créer la Ruche à vélo, donc un parking pour vélo innovant, sécurisé et simple d'utilisation, donc vous pouvez voir ici. Donc en fait, vous venez d'abord déposer votre vélo dans le sas qui est à gauche et ensuite c'est une machine qui va automatiquement prendre le vélo et le stationner dans une zone sécurisée et inaccessible aux autres utilisateurs. Donc, on garantit ainsi une sécurité maximale pour l'utilisateur. Et surtout, il n'y a plus besoin de mettre de cadenas et il peut laisser tous ses équipements avec son vélo donc à l'abri. Pour le confort, on a également pensé donc, à mettre des services optionnels. Donc, on peut le voir, des casiers pour recharger les trottinettes électriques. Il y a la possibilité de rendre le parking autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Et aussi donc, une station de réparation pour les vélos. Et on travaille avec les associations de la ville pour organiser des ateliers d'autoréparation, pour apprendre aux gens à entretenir leur vélo. Pour venir s'identifier, donc c'est soit grâce à l'application qu'on a développée qui permet de trouver les parkings présents autour de soi et ensuite de réserver une place à l'avance, soit grâce à la carte de transport en commun. Donc il faut savoir qu'il existe déjà des solutions pour le stockage des vélos, qu'elles soient automatisées ou non. Nous, on vient vraiment se différencier en proposant une solution qui est 100% sécurisée et surtout complètement adaptable. Donc, on peut venir mettre entre 30 et 80 vélos dans le parking et surtout, on peut venir l'implanter en hors-sol comme sur la photo, en souterrain ou alors dans des bâtiments inutilisés. Donc, nous, ce qu'on va proposer aux collectivités locales, c'est vraiment d'organiser le stationnement vélo dans les villes pour permettre justement l'essor de cette pratique. On a déjà vendu un premier parking à la ville d'Angers, donc qui va être installé début décembre, suivi de 9 mois d'expérimentation. Donc, pour vraiment tester les usages, parce qu'aujourd'hui, c'est une innovation, le parking automatisé n'existe pas. Donc, voilà, c'est un premier chiffre d'affaires de 100 000 € qui a été réalisé. Et l'objectif, c'est de vendre 4 parkings sur 2021, donc sachant qu'il y a déjà un deuxième parking qui arrive avec Angers. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Justine et avec mon associé Alexandre Seux, nous avons créé il y a 2 ans Temo. Donc Temo est une entreprise qui conçoit et commercialise un moteur électrique pour bateau. Alors l'idée est venue de notre pratique, de la plaisance, on est plaisanciers tous les deux, et de notre expérience des annexes.
Alors, les annexes, c'est ces petites embarcations nautiques qui vont permettre d'aller rejoindre le bateau quand il est à la bouée ou alors de faire escale à terre quand on est en croisière. Donc, beaucoup de ces moyens en fait, actuels n'étaient pas adaptés pour les embarcations aussi légères qui n'ont pas pour vocation d'aller vite. On pense notamment aux moteurs, tout type de moteurs. Ils sont très lourds, très encombrants, ils déséquilibrent l'annexe quand on veut monter dessus. Et puis, pour les moteurs thermiques, ils sont souvent très polluants. Il y a beaucoup d'essence dans les rades. Alors, bien sûr, il y a l'alternative des rames et on encourage bien entendu la pratique du sport, mais voilà, force est de constater que selon les conditions de l'équipage, eh bien, toutes les conditions ne sont pas forcément réunies et ça peut décourager, ça met un frein à la sortie en mer. Donc, quand on a vu un petit peu l'explosion de la mobilité urbaine sur nos trottoirs, les trottinettes, les vélos, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen finalement d'importer cette mobilité portative au monde du nautisme ? Et donc, on a imaginé Temo, le premier moteur électroportatif pour bateau. Alors, donc, notre technologie et puis la philosophie de l'entreprise s'articulent autour de 3 piliers. Le premier, c'est bien sûr l'innovation. On a complètement repensé l'architecture d'un moteur classique. Donc, on a gagné en rapport poids-puissance. Le deuxième pilier, on a dit, c'est une démarche décarbonée. On a envie de participer à l'électrification de la plaisance. Voilà, on a envie de réduire notre impact environnemental. Et donc, forcément, ça va passer aussi par une fabrication qui est faite en France, ici, dans les Pays de la Loire, avec des matériaux qui vont être recyclés. Et puis, le troisième pilier, et pas des moindres, c'est le plaisir de la plaisance. Grâce à ce moteur qui est léger, qui est portatif, eh bien, on va permettre de faciliter en fait, les sorties en bateau. On va également permettre aux plaisanciers de naviguer mieux, de façon sécuritaire et puis plus longtemps. Donc, ça redynamise les ports qui étaient un petit peu en perte de vitesse. Et puis, donc, on a déjà trouvé écho auprès de plus de 300 plaisanciers qui ont, malgré l'année un peu de confinement qu'on a connue, ont précommandé leur Temo et on a commencé à livrer nos premiers moteurs. Donc, on ne va pas s'arrêter là. On se développe. On a envie de proposer toute une gamme de moteurs portatifs légers pour faciliter la plaisance et puis faire du Made in France, un pays donc leader dans la fabrication des moteurs électriques pour bateaux. Merci pour votre écoute. Bon, je ne regrette pas de m'être libéré, c'était vraiment passionnant et je voudrais vraiment féliciter tous les participants d'abord pour leur engagement au service de leur entreprise, c'était très impressionnant. Aussi pour la diversité et la qualité des projets qui, je crois, témoignent très fortement de l'excellence de l'écosystème d'innovation français. Et je crois que c'est un très bon échantillon de ce que le système d'innovation produit aujourd'hui. Et peut-être pour conclure, je voudrais, pour élargir le champ, donner nos 4 priorités en matière de politique publique dans l'innovation. De manière brève, d'abord une priorité depuis quelques années liée à l'innovation de rupture, à la deep tech. Il nous semble que c'est un virage que la France doit prendre et que son écosystème d'innovation doit prendre. Ça passe par, bien sûr, le transfert de la recherche publique et la loi de programmation de la recherche doit permettre de mieux transférer les innovations deep tech de la recherche publique vers des entreprises et des startups en particulier. C'est irriguer aussi toutes les entreprises de deep tech avec les financements de BPI France, dont vous savez que nous les augmentons en ce moment dans le cadre du plan de relance. C'est aussi la nouvelle mission de la mission French Tech que beaucoup d'entre vous connaissent et qui a dans sa stratégie, dans sa nouvelle feuille de route en particulier, l'accent mis sur l'hypercroissance, sur les scale-up et l'accompagnement des startups, notamment de la deep tech, qui sont en croissance rapide. Et puis, ça passe bien sûr par des financements. On a, avant la crise, après le rapport Tibi, on a réussi à mettre en place plusieurs fonds privés qui vont financer le développement rapide des startups et notamment celle de la deep tech. Et puis, on a mis en place, à l'occasion de la crise, le fonds French Tech Souveraineté qui a pour vocation notamment d'apporter des financements à des startups dont on considère qu'elles sont stratégiques pour le pays et que la crise pourrait mettre en difficulté en termes de levée de fonds notamment. Le deuxième priorité du moment, c'est la relance, c'est les mesures spécifiques que nous avons engagées pour la relance et nous allons démarrer un nouveau programme d'investissement d'avenir qui, dans le cadre des 2 années de relance 2021-2022, va voir finalement un doublement de la capacité d'engagement de l'État en faveur de l'innovation avec deux grands axes.
un axe assez nouveau, un axe qu'on peut considérer top-down, stratégique, qui consiste à partir des grands enjeux sociétaux sur l'alimentation, la santé, la décarbonation de l'économie, la transition écologique. Et je note de ce point de vue que beaucoup des startups qu'on a vues aujourd'hui sont très liées à certains de ces enjeux sociétaux, essayent d'apporter des réponses à ces enjeux sociétaux. Et à partir de ces grands enjeux sociétaux, comme le font ces startups, on met en place des stratégies verticales qui doivent permettre d'accélérer le développement des entreprises françaises dans les domaines qui répondent à ces enjeux. Donc, prochainement, là, on va présenter nos stratégies en matière de santé digitale, en matière d'agriculture favorable à la santé, de décarbonation des mobilités, bien sûr. Et donc, c'est une orientation importante de ce nouveau programme d'investissement d'avenir dont, à nouveau, les moyens sont doublés à l'occasion de la relance. La troisième priorité, c'est une priorité qui, elle, est assez nouvelle, qui est née de la crise, qui est l'enjeu de résilience, de relocalisation d'une partie de notre activité économique. La crise nous a montré que le pays avait besoin de garder des capacités de production, au moins au niveau de l'Europe, peut-être dans certains cas au niveau national, pour subvenir à ses besoins essentiels, y compris dans des situations comme celles que nous avons connues au printemps, dans lesquelles les circuits économiques normaux sont complètement perturbés et où en même temps il faut subvenir aux besoins du pays en matière de santé, d'agroalimentaire, de certains secteurs qui se sont révélés complètement critiques, comme l'électronique, qui irrigue toute l'économie et ce secteur dans lequel nous devons également augmenter notre résilience. Et puis les télécommunications, bien sûr, nous avons vu aussi aujourd'hui des projets qui répondent à ces différents enjeux. Et puis la dernière priorité pour conclure, et c'est lié aussi à cet enjeu de souveraineté, c'est celui finalement de la sécurité économique, et j'adresse un message particulier à toutes les startups que nous avons vues aujourd'hui sur la sécurité économique. Une des startups que nous avons vues parler de fuite de données, mais plus globalement, nous avons vu pendant la crise un doublement des menaces de sécurité économique sur les entreprises françaises en général. Donc, on voit que ces périodes de difficultés sont des périodes dans lesquelles les risques de prédation sont particulièrement importants. Et c'est aussi un élément de notre politique actuellement sur l'innovation. Donc voilà en quelques mots nos priorités sur le soutien à l'innovation. Je voudrais conclure en remerciant à nouveau l'IMT, Odile, Patrick, toutes les équipes pour le soutien que vous apportez au quotidien à toutes les startups. À nouveau, j'ai été impressionné par la qualité des projets et je crois et j'espère que les dirigeants des startups qui étaient là aujourd'hui le confirmeront. Ça n'aurait pas été possible sans vous, donc merci vraiment pour votre engagement. Oui, vous avez bien mis en évidence ces 4 priorités et finalement, nos startups, tels les Monsieur Jourdain de l'innovation, avaient implicitement intégré voilà, ces axes futurs que vous avez rendus de manière très, très claire, tout à fait explicite. Odile, peut-être le dernier mot de la fin, si tu veux. Moi, je voudrais à nouveau remercier toutes les startups. C'est très varié. Bon, il n'y aura pas autant de lauréats, évidemment, que de startups. C'est le jeu, je crois, de ces exercices. Et puis, on se retrouvera donc le 5 ou le 6 pour la sélection finale, étant entendu que, évidemment, sur un pitch, on n'a pas l'occasion d'approfondir autant que ce qui a peut-être été fait dans les dossiers sur le fond, avec les questions notamment de concurrence, de marché, etc., sur lesquels c'est plus difficile, évidemment, dans le cadre des pitchs. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci encore. Et bonne journée, bravo à tous et bon courage à toutes les startups. Bon courage à tous. Ouais. Bravo. Merci. Bravo à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bravo les startups. Bravo les incubateurs. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Meline et Tristan. Merci beaucoup. Oui, merci pour l'organisation. Impeccable. Ouais. C'était parfait. Ouais. Et en plus, ça a changé un petit peu. Voilà. Ouais. on a aussi innové dans le format. Voilà. Oui, absolument. Allez, bonne fin de Merci, journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.